Bonsoir à tous, merci d'être connectés avec nous ce soir et bienvenue dans ce numéro de l'IFS Zoom Sur, une série de webinaires développés afin de mettre en avant les initiatives des membres de l'IFS. Ce soir, nous recevons Emmanuel Bernet, enseignant-chercheur, mais également référent formation numérique et innovation pédagogique à l'IFS depuis maintenant 8 ans. Nous verrons avec lui comment mieux accompagner les élèves dans leur expérience scolaire, surtout en cette période particulière. À la fin de sa présentation, vous aurez l'occasion de lui poser des questions, soit en les rédigeant sur le chat, soit en cliquant sur Raise Hand, et nous activerons votre micro. Je passe maintenant la parole à Emmanuel Bernet. Bonjour à tous. C'est un honneur et un privilège aujourd'hui d'être parmi vous. Vous êtes nombreux. Vous êtes de Singapour, de l'École française, parents, enseignants, élèves, mais aussi d'écoles locales, du National Institute of Education et peut-être d'autres écoles françaises à l'étranger et en France, professeurs d'université. Bonsoir. Il me fait grand plaisir de vous retrouver sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous êtes nombreux et j'ai eu un petit coup de stress, en fait, en voyant la quantité de gens qui allaient venir ce soir de toutes origines et j'ai dû réfléchir sur ma motivation. En fait, j'ai dû me poser les questions. Est-ce que je veux faire ce défi que l'école m'a proposé? Est-ce que je peux faire ce défi? Est-ce que j'ai les outils pour faire ce défi, ou relever ce défi? Et est-ce que j'ai l'expérience? Eh bien, ces questions, tous les élèves, toutes les personnes, tous les apprenants se les posent. Alors, j'ai essayé d'examiner les caractéristiques de ce défi pour anticiper, si j'étais capable, et voir les conséquences positives ou négatives. Alors, évidemment, ce qui est apparu, c'est un peu de négatif, la peur. Alors, quand on est apprenant et qu'on fait face à des défis, souvent, la peur prend le dessus. Et donc, la première chose qui m'est apparue dans ce défi, c'est « Mais Emmanuel, tu vas te parler à toi-même pendant 45 minutes parce que tu ne vois personne. » Donc, je me demandais quel dommage j'allais ressortir de ce défi. Mais devant le défi, en fait, on décide de prendre une direction. Alors, beaucoup de choses s'activent et se réactualisent devant un défi. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Ça peut arriver lors d'un défi ou de procrastiner pendant des semaines alors on sait qu'on doit faire un devoir à l'école. Et puis, parmi tout ça, les émotions. Les émotions sont centrales dans la motivation scolaire. Et mes collègues chercheurs à l'Université de Grenoble et à l'Université de Vaud en Suisse, M. Tessier et M. Burel, seraient contents de m'entendre dire cela, que les émotions, en fait, gèrent un peu tout. Donc, la peur, c'est assez destructeur, mais la force éclairante de l'amour pour soi est encore plus importante. Et donc, dans ces situations, il faut apprendre à gérer son stress, comme maintenant, à respirer, à s'enraciner, à être dans le présent, dans le cadeau, le présent, que l'école m'offre aujourd'hui de communiquer avec vous sur un sujet qui me passionne, celui de la motivation scolaire. Donc, hier soir, pendant que je me préparais, eh bien, j'ai reçu un super message de ma collègue Anne Bemer, qui est spécialiste de l'approche Thomas Gordon et enseignante FLSCO ici. Elle m'a envoyé une belle citation que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que je pense que ça s'applique à tout le monde qui est dans une situation d'apprentissage. Il n'y a rien d'éclairé à se rétrécir devant les autres pour qu'ils ne se sentent pas en insécurité à ton contact. Nous sommes tous voués à briller comme le font les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire qui est en nous. Et elle ne se retrouve pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun d'entre nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans être conscients, la permission aux autres d'en faire de même. Citation de Marianne Williamson, une auteure américaine. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais humblement vous partager cette lumière, cette inspiration de la motivation scolaire qui m'a animé pendant des années.
Donc, aujourd'hui, pendant ce webinaire, on va essayer de comprendre comment fonctionne la motivation scolaire, mais aussi comment intervenir et soutenir la motivation scolaire de nos élèves, mais de nos enfants aussi, puisque nous avons des parents parmi nous. Donc, j'espère que tout le monde y trouvera son compte ce soir. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, cette première citation me paraît importante de Terrell H. Bell. Il y a 3 choses importantes en éducation. La première, c'est la motivation. La deuxième, la motivation. Et la troisième, la motivation. Mais qu'est-ce que la motivation finalement? La motivation, eh bien, c'est le médiateur le plus important entre le contexte d'apprentissage et la réussite des élèves. En fait, la motivation, c'est un ensemble de forces internes et externes qui produisent le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance d'un comportement. Donc, c'est un processus complexe. Alors, il y a un contexte, et puis il y a des déterminants à l'intérieur de la personne, des perceptions, et ces perceptions donnent des résultats, se manifestent à travers des comportements. Alors, mes collègues Tessier et Shankland à l'Université de Grenoble et de Lyon ont publié récemment un article sur la motivation scolaire et mentionnent que dans la motivation scolaire, il y a 2 grands types de motivation. Les motivations contraintes et les motivations autonomes. Et on cherche à amener nos enfants, nos élèves dans des motivations autonomes. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit jeu avec vous, histoire de moins me sentir seul et puis de faire un webinaire un petit peu motivant et d'arrêter de me parler à moi-même. Donc, prenez vos téléphones cellulaires et je vais vous demander de scanner ce QR code. Alors, on devrait avoir l'habitude, du moins à Singapour, de scanner les QR codes. Il faut les utiliser tout le temps. Donc, la tâche, vous allez avoir la possibilité d'écrire des mots. Vous allez essayer d'écrire des mots en anglais, s'il vous plaît, parce que nous avons un auditoire anglophone et nous allons faire un nuage de mots. Nous allons faire un nuage de mots. Qu'est-ce qu'un élève motivé? Alors, vous allez essayer de compléter la phrase suivante. Un élève motivé démontre de, et je vais vous donner un indice. On pourrait, par exemple, dire démontre de l'intérêt et écrire intérêt. OK? Donc, essayez d'écrire les mots en anglais si vous les connaissez. Sinon, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire en français. Je vous laisse 1 minute pour faire ce petit exercice. Donc, scannez le QR code, rentrez, vous pouvez rentrer 1 jusqu'à 5 mots. Et puis, on regarde ce nuage de mots-là ensemble dans quelques instants. Faites ça et pendant ce temps-là, je présente le plan de la rencontre. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est une certaine problématique autour de la motivation scolaire qui apparaît dans les recherches en sciences de l'éducation. Et puis, nous allons aller plus loin dans ce que j'ai expliqué plus tôt par rapport à la motivation scolaire. Nous allons regarder un cadre théorique sur la motivation scolaire. Je vais essayer de bien le vulgariser pour tout le monde. Et puis, finalement, nous allons voir un modèle d'intervention pour aider à soutenir la motivation scolaire des élèves. Et conclure le tout. C'est bon? Vous avez rentré tout le monde vos petits mots? Un élève motivé démontre de. Alors, allons voir ce qui a été généré. J'espère que vous avez participé, sinon ça va avoir l'air un peu ridicule. Ah, super. Merci pour votre participation incroyable. Vous pouvez continuer à laisser rentrer des mots. Alors, on voit plein de mots apparaître ici qui représentent la motivation scolaire des élèves. L'intérêt. Alors, bon, j'avais donné une partie de la réponse. Ce n'est pas le seul construit, mais curiosité, joie prennent de l'importance. Donc, plus le mot est gros, plus il a été dit par les autres. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce que les autres ont dit maintenant et collaborer si ça fait du sens pour vous. Allez-y, rajoutez des mots, concentration, autonomie, enthousiasme, la joie, la persévérance, la résilience, la participation. Donc, on voit beaucoup de mots ici. Alors, vous voyez, la motivation scolaire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de mots qui entourent la motivation. Mais on voit que l'intérêt prend le dessus. Et la motivation scolaire, c'est bien plus qu'une question d'intérêt. Donc, on va regarder ça ensemble maintenant.
Merci pour votre participation pour ce petit jeu. Alors, donc, la motivation scolaire. Bien, la motivation scolaire, les enfants sont curieux dès qu'ils sont bébés. J'ai un petit enfant de 3 ans et dès qu'il est né, il a été curieux d'observer les couleurs, les formes, etc., comme vos enfants, j'en suis certain. Et puis, les enfants sont motivés de manière autonome à apprendre. Quand ils veulent aller à l'école, c'est pour apprendre à lire et à compter. Comme disait mon professeur à l'université Roch Chouinard, les enfants veulent vraiment apprendre à lire et à écrire. On n'a pas besoin de les forcer, c'est une motivation autonome. Mais avec le temps, tout cela change. Avec le temps, la motivation scolaire se modifie et se détériore. En fait, le passage entre le primaire et le secondaire est un moment crucial pour la motivation scolaire. La motivation scolaire chute significativement lorsque les élèves arrivent au secondaire et durant leur première année de secondaire. Alors, il y a plusieurs raisons pour cette chute de motivation scolaire que je vais vous présenter rapidement. Alors, la première raison à l'adolescence, c'est la puberté. Et pendant la puberté, là, tout se chamboule, tout change, les émotions, le corps, on perd ses points de repère. Et là, plus rien ne va. Et je suis certain que certains parents ici se disent, mais bon sang, quand est-ce que ça va finir, cette adolescence? J'en peux plus. Alors, des psychologues, des fois, disent que c'est la crise des parents et pas des adolescents. Mais bon, je pense qu'il y a une partie des adolescents assez certains. Et donc, ça se transforme dû à la puberté et à l'adolescence. Et puis, en grandissant, l'élève aussi développe son jugement par rapport à lui-même. Donc, quand il est tout petit, il est centré sur lui, il ne s'occupe pas trop de ce qui se passe autour de lui, des autres. Mais lorsqu'il grandit, il commence à se comparer. Alors, ça commence aussitôt que 3e année de l'élémentaire, on voit déjà des enfants qui se comparent. Moi, je suis bon en maths, je ne suis pas bon en français. Donc, on voit ce genre de comportement, mais ces comportements s'intensifient grandement au secondaire. Et donc, ce jugement peut être bénéfique pour apprendre à se connaître, mais si on reste focalisé sur se comparer avec les autres, ça peut être un frein et on peut être dans la peur de ne pas y arriver et choisir d'éviter d'apprendre. L'autre troisième raison, c'est les approches pédagogiques qui sont menées en classe. Alors, à la maternelle, un seul enseignant souvent s'occupe d'un groupe d'élèves où c'est très ludique. On apprend avec les jeux. Au primaire, on continue un peu, mais avec des aspects un peu plus scolaires, mais on reste quand même à travailler en groupe, en équipe. L'évaluation formelle pour des certifications, pour le baccalauréat, tout ça ne prend pas encore de place. Et puis, on arrive au secondaire et là, les élèves ont appris à être évalués et réalisent qu'ils sont souvent constamment évalués. Donc, il y a vraiment une différence, il y a vraiment un focus qui est différent pour les élèves. Quand ils sont jeunes, c'est vraiment axé sur le jeu à l'école. Et puis, à l'adolescence, on cherche à créer son identité, on se compare beaucoup aux autres. Et puis, à l'âge adulte, on cherche une certaine stabilité, un certain accomplissement dans notre vie. Alors, bien évidemment, l'école nous accompagne tout au long de ce cheminement. Et puis, la quatrième raison, c'est le contexte culturel. Évidemment, c'est l'importance que les cultures et les sociétés accordent à la compétition et à la coopération. Donc, par exemple, certaines cultures peuvent mettre de l'emphase plus importante sur les mathématiques, sur les lettres, sur les arts, et donc vont peut-être développer certains stéréotypes que les filles ne peuvent pas devenir ingénieurs. Et on remarque aujourd'hui, parmi les études de l'OCDE, que ça crée une certaine forme d'anxiété, tout ça, et que finalement, on retrouve moins de filles, par exemple, dans des positions scientifiques. Et on essaie dans l'école de déconstruire ça pour qu'il y ait une certaine égalité des chances, une certaine équité pour tout le monde, pour que tout le monde puisse accéder à ce type de formation. Et il y a aussi une différence culturelle au niveau de la motivation. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de recherches sur les Afro-Américains, comment leur motivation était différente des Américains blancs. Il y a eu des recherches aussi beaucoup sur les milieux défavorisés.
notre thèse de doctorat, la thèse de doctorat que j'ai faite, c'était sur les milieux défavorisés et comment ça a un impact sur la motivation scolaire des élèves aussi d'être dans un milieu défavorisé où les parents ont de la difficulté peut-être à suivre les apprentissages des élèves au secondaire. Voilà pour les causes. Donc, on va faire un autre quiz. Alors, je vais vous poser une question et vous allez répondre. Alors, je lance ça. Alors, vous pouvez répondre à l'écran. Étiez-vous un élève motivé à apprendre au collège, au secondaire, au début du secondaire, quand vous étiez dans l'adolescence? Est-ce que l'école, c'était important pour vous? Est-ce que vous étiez motivé à apprendre de nouvelles choses ou pas du tout? Ou peu? Alors, 7, vous étiez extrêmement motivé à apprendre et à aller à l'école. Et jusqu'à 1, vous étiez très peu motivé, voire décrocheur. Alors, on voit que parmi nous, nous avons des gens qui aimaient l'école. Alors, ce n'est pas surprenant, ces résultats que l'on voit ici, parce que la plupart des gens qui nous écoutent, alors il y a beaucoup d'enseignants. Donc, un enseignant qui n'aimait pas aller à l'école et qui est enseignant, c'est problématique. Et la plupart d'entre vous avez certainement bien réussi dans la vie, donc vous avez dû apprécier apprendre et aller à l'école pour vous fixer des buts dans l'avenir. Donc, très peu ont pas du tout aimé aller à l'école. Donc, c'est un bon signe. Merci pour votre participation. Alors, nous allons maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que la motivation scolaire. Et cette motivation scolaire, elle est liée à une façon de voir les choses. Alors, différents chercheurs, différentes théories ont essayé d'observer qu'est-ce que la motivation scolaire. Par exemple, les psychanalystes ont essayé de comprendre les actions et les choix des gens en fonction de leur histoire de vie, en fonction de leur enjeu caractériel, voir de certains liens entre des tensions musculaires qui pourraient apparaître. Alors, lorsque nous avons étudié pendant 5 ans la psychothérapie et avoir été psychothérapeute sous supervision pendant 2 ou 3 ans en analyse bioénergétique, j'ai étudié quand même pas mal cet aspect qui m'intéressait beaucoup. Et vous allez comprendre en fait que moi, je n'étais pas un élève qui était fort à l'école et j'étais extrêmement sensible. La gestion des émotions, c'était compliqué et donc, ce n'est pas pour rien que j'ai étudié sur la motivation scolaire et la gestion des émotions. Je pense que j'ai essayé de me comprendre beaucoup à travers tout ça. Et puis, on a les behavioristes qui ont essayé de voir comment on pouvait conditionner un comportement en apportant une intervention et on essayait de voir une réaction qui se provoquait. Et puis, les sociocognitifs, c'est-à-dire les gens qui se spécialisent sur la pensée, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, les perceptions, ont essayé de regarder la motivation scolaire d'un autre angle. Et moi, j'ai étudié cet aspect, cette vision de la motivation scolaire qui est une vision sociale cognitive avec les professeurs François Bowen et Roch Chouinard à l'Université de Montréal. Et donc, cette approche ne cherche pas la nature de la motivation scolaire, c'est plus quelque chose de la psychanalyse, mais cherche davantage la dynamique, à comprendre la dynamique motivationnelle qui s'opère dans un contexte d'apprentissage. Donc, c'est une approche qui est assez globale de l'apprenant, mais aussi spécifique. Elle est développementale parce qu'elle se situe dans le temps. Elle compare avec les genres et les différentes cultures et leurs caractéristiques. Elle accorde une grande importance à l'impact du contexte scolaire et social. Donc, pour démarrer cette partie sur la motivation scolaire, eh bien, nous allons essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe chez un enfant jeune. Alors, à 22 mois, le langage commence à s'installer, mais peu, et toutes les réactions par rapport au succès et aux échecs des enfants lorsqu'ils apprennent des choses, est lié à des aspects sensoriels et émotionnels. Il n'y a pas vraiment d'interprétation qui a place parce que le langage n'est pas encore solidement ancré. Et puis, vers 2 ans, les enfants cherchent à avoir l'approbation
et des adultes. Et puis, devant des défis trop difficiles, ben, vont peut-être tourner et aller voir ailleurs. Et puis, vers l'âge de 3 ans, ben, les enfants commencent déjà à être capables de s'auto-évaluer, de réaliser leurs échecs et leurs forces, et leurs réactions sont de plus en plus importantes. Mais ils n'ont pas encore acquis ce sens de « je suis bon en » ou « je ne suis pas bon en ». Et ce qui se développe, en fait, dès le très jeune âge, c'est quand je suis bon, ce n'est pas lié à la compétence, mais c'est bien à la bonne personne. Je suis une bonne personne, j'ai réussi. Je suis une moins bonne personne, j'ai échoué. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va se structurer, qui peut être très dommageable. Il faut faire très attention ici lorsque l'on parle à des jeunes enfants pour s'assurer que l'on ne porte pas de jugement sur la personne, mais bien sur la compétence ou le not yet que Carol Dweck explique. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, ces développements de perception se font par conditionnement, à répétition, par modélisation des parents, des enseignants, mais surtout des parents à cet âge-là, peut-être à la garderie. Et ça structure un certain état d'esprit. Alors, aux États-Unis, il y a ce grand programme qui existe depuis très longtemps, qui a scolarisé 22 millions de jeunes Américains, qui s'appelle Head Start, et qui veillait à stimuler les enfants et à leur apporter des renforcements positifs de milieux défavorisés pour qu'ils puissent être dans cet état d'esprit positif par rapport à l'apprentissage et bien réaliser que ce sont les efforts qui amènent à la réussite et non pas une conception fixe de l'intelligence. Donc, c'est ce que nous allons regarder en ce moment. Donc, Carol Dweck, qui est une chercheure de l'Université Stanford aux États-Unis, a découvert cette espèce de dichotomie dans l'état d'esprit. Alors, d'un côté, on a un état d'esprit fixe et de l'autre côté, un état d'esprit incrémentiel ou qui peut s'améliorer. Et donc, on se situe plus ou moins dans un ou dans l'autre dans nos vies à certains moments par rapport à certaines tâches, mais ça peut être quand même une tendance assez globale pour certains individus. Et c'est un peu lié à la perception de l'intelligence, c'est-à-dire que si un élève perçoit que l'intelligence est quelque chose de fixe et de non modifiable et de stable, on a peu d'emprise pour permettre à cette personne de grandir et d'évoluer. Mais par contre, si on perçoit que notre intelligence, c'est comme un muscle et qu'il faut l'entraîner pour pouvoir mieux apprendre, eh bien, là, on va être dans un état d'esprit incrémentiel, dans un état d'esprit qui permet le progrès. Donc, différents états d'esprit, différents intérêts. En fait, dans un état d'esprit incrémentiel, on cherche à apprendre, tandis que dans un état d'esprit fixe, on cherche à paraître brillant aux yeux des autres. La relation à l'échec n'est pas la même, donc vous pouvez observer ce graphique pour essayer d'en découvrir un peu plus. Le succès des autres dans un état fixe, c'est une menace. Et c'est un peu ce que je disais en début de présentation avec ma citation. Et dans un état incrémentiel, on utilise le succès des autres pour modeler notre comportement et nos stratégies. Donc, en anglais, on dirait dans un état incrémentiel, l'échec, c'est une opportunité pour grandir. Et puis, dans un état fixe, l'échec, c'est la limite de mes capacités, de mes habiletés. Et en fait, Carol Dweck est allée chercher une expression très intéressante que je vous invite à utiliser avec vos élèves et avec vos enfants. C'est le « not yet », pas encore. Tu as fait de beaux efforts, c'est super. Tu as bien réussi. Très bien. Et là, on essaie de renforcer le fait qu'on a utilisé des stratégies, qu'on a fait de l'effort, mais on n'associe en aucun cas l'effort à l'intelligence. Parce que sinon, on va fixer l'individu dans cet état d'esprit fixe. OK? Donc, le not yet, on n'est pas encore arrivé là, tu n'y es pas encore, bientôt. Et en essayant de nommer les stratégies qui ont été efficaces et celles qui ont été moins efficaces, pour dire que tu vas y arriver, le not yet, il est très important. Alors ici, vous avez un QR code, vous pouvez le scanner et le garder en référence pour plus tard. Mais un auteur australien a développé de manière un petit peu plus élaborée cette théorie du mindset et peut-être que ça peut vous aider
dans votre travail, dans vos études également. Et donc, voilà. Et j'aimerais rajouter une petite chose par rapport à ça, c'est que l'état d'esprit dans lequel on est aussi va induire une certaine forme d'empathie par rapport aux autres. Et on sait aujourd'hui que l'empathie, en fait, c'est très, très important. On a des neurones miroirs et plus on pratique son empathie, meilleur on est dans la vie, meilleur on est à comprendre les autres et à se comprendre. Et j'aimerais citer Dr. Catherine Gueguin, qui est une pédiatre française réputée, qui a été invitée d'ailleurs par une de mes collaboratrices, Rebecca Shankland, à l'Université de Lyon, et qui explique ça très, très bien, comme quoi l'empathie, c'est extrêmement important et que ça se développe dans un climat de coopération et pas de compétition. Et on a tendance à être beaucoup dans de la compétition. Mais pour ça, pour pouvoir éduquer nos enfants et nos élèves dans cet état d'esprit empathique, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire des études de psychothérapeute en analyse bioénergétique. C'était pour avoir une meilleure connaissance de moi comme enseignant, mais aussi comme futur parent. Donc, basé sur cette théorie, en fait, plein d'autres choses ont essayé de se mettre ensemble et Eccles et Wakefield de l'Université du Maryland, entre autres, et de Michigan State University, ont essayé de regrouper à peu près tous les concepts que vous avez nommés tout à l'heure en motivation scolaire et d'essayer d'en faire un tout commun. Alors, c'est le modèle que j'ai le plus utilisé dans mes recherches à l'Université de Montréal et au Centre de recherche interuniversitaire sur la profession enseignante, le CRIFP. Alors, plusieurs auteurs partout dans le monde utilisent ce modèle. Et c'est également un modèle qui a été développé pour comprendre l'influence parentale sur les enfants. Et donc, c'est un modèle qui est très intégratif. Donc, la première chose qu'on veut, en fait, pour un élève, c'est quoi? C'est qu'il s'engage et qu'il réussisse. Alors, qu'est-ce que l'engagement? L'engagement, c'est un indicateur de la motivation scolaire. Alors, il y a plusieurs formes à l'engagement. Vous pouvez observer vos enfants, vos élèves par rapport à cet engagement. Alors, tout d'abord, il y a l'engagement comportemental. Donc, un élève qui est engagé, qu'est-ce qu'il fait? Bien, vous l'avez dit, il participe, il est curieux, il pose des questions, il respecte les règles. Il y a un aspect aussi, il va dans des activités extrascolaires parce que ça aide à l'engagement scolaire de faire des activités. Et l'école française ici propose beaucoup d'activités extrascolaires, ce qui est formidable. La dimension affective aussi est importante. Il faut bien se sentir quand on fait une activité. Donc, si on démontre de la joie et du plaisir à apprendre, bien, on a plus de chances de réussir dans ce qu'on entreprend comme apprentissage. Mais bon, on peut travailler pendant des heures et des heures sur un sujet sans vraiment réussir. Et on peut être stressé par rapport à un thème et ça nous bloque complètement. Ça bloque notre mémoire de travail, on ne peut plus rien faire. Par contre, si on travaille bien et efficacement, qu'on arrive à gérer ses émotions et qu'on a les bonnes stratégies, en fait, on va arriver à réussir. Et ça, c'est la partie cognitive. La partie cognitive nous dit quoi? Nous dit utilise de bonnes stratégies pour traiter l'information, pour exécuter des choses, produire, et pour aussi réfléchir sur comment tu apprends. Et donc, cet engagement cognitif, il est capital pour les élèves. En fait, un élève qui n'est pas engagé avec son cerveau, il peut passer 300 heures sur une tâche et ça va être difficile pour lui de réussir. Donc là, ici, on a une différence entre la qualité de l'effort et la quantité d'effort. Donc, au lycée français de Singapour, à l'International French School, bien, nous essayons de développer ça chez nos élèves, de faire en sorte que nos élèves soient engagés dans leurs tâches le plus possible, à leur plein potentiel, tout en collaborant au maximum. Et donc, nous avons essayé de mettre en place différents projets. Donc, Je suis bien à l'école, qui est un projet de pleine conscience et de gratitude qui est à l'élémentaire, qui a été expérimenté depuis 3 ans et qui a commencé en première année d'élémentaire au CP et qui maintenant
progresse tranquillement vers le CM2. Alors, c'est un projet où les enfants apprennent à avoir des techniques de pleine conscience, de respiration abdominale, d'appréciation du moment présent, de reconnaissance des émotions. Et puis, au collège et au cycle 3, des enseignants de CM1, CM2 participent à un projet de recherche créé par Damien Tessier et Rebecca Shankland en association avec Nicolas Burel qui interviennent auprès de nos enseignants. Donc, on a un bon groupe d'enseignants depuis 2 ans qui suit ce projet. Et ce projet aide les enseignants à mieux comprendre la motivation scolaire, à mieux y intervenir, mais également à outiller les élèves pour gérer leurs émotions et développer des compétences psychosociales intéressantes. Donc, nous avons étudié ça. Nous avons aussi, avec mon équipe à Montréal, Normand Roy, entre autres, développé des échelles de mesure pour mesurer cet engagement affectif qui est important dans ces projets que nous utilisons pour Je suis bien à l'école. Donc, finalement, cet engagement, il vient de où? Il vient de différentes perceptions que l'élève a sur lui-même. Alors, d'abord, il se demande, comme je me suis demandé pour ce projet, est-ce que je veux faire cette tâche et pourquoi? Est-ce que je veux relever ce défi? Est-ce que je veux réaliser ce projet que mon professeur de mathématiques me donne? Et est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Et en fait, on va regarder en détail ces 2 composantes maintenant, mais cette relation, elle est multiplicative. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'accorde aucune valeur à ce qu'il apprend, mais qui est super compétent et qui est capable de bien réussir la tâche, eh bien, il ne va pas y arriver parce que ça va faire 5 fois 0. J'ai 5 points pour mes attentes de succès et j'ai 0 point pour la valeur que j'accorde à l'apprentissage. Donc, 5 fois 0, 0. Je vais être dans de la motivation, je ne vais pas bouger. Donc, pour qu'un élève puisse se mettre en action et aller dans de l'engagement, il faut qu'il accorde une certaine valeur à ce qu'il apprend à l'école ou à la maison. Et vous, dans votre travail, c'est pareil. Et se sentent capables de réussir. Ils pensent qu'il va y arriver. Et ça, c'est assez central et crucial. Donc, est-ce que je peux réaliser la tâche? Donc, ça, ce sont les attentes de succès. Et en fait, un très grand chercheur américain, Albert Bandura, a publié une théorie qui s'appelle le sentiment d'auto-efficacité. Et dans cette théorie, on apprend que la confiance de quelqu'un pour réussir, elle a 4 sources, 4 piliers. C'est comme une chaise à 4 pattes. Il faut avoir les 4 pattes, sinon on tombe. Donc, première chose, c'est la persuasion verbale de son entourage. Combien de fois avez-vous dit à vos élèves et à vos enfants, « Je suis capable ». Tu es capable. Je me parle à moi-même. Vous êtes capable. Tu vas y arriver. Je sais que tu peux y arriver. Tu as les stratégies pour y arriver. Ça, vous l'avez déjà sûrement fait et c'est super important pour développer la confiance en soi parce que les élèves et les enfants peuvent être dans le doute. Il faut être authentique et honnête, mais il faut le faire. Ensuite, les apprenants regardent ce qui se fait à côté d'eux et il faut les mettre dans des situations de coopération parce qu'ils modélisent leur comportement sur les autres. Donc, ils ont besoin d'apprendre des autres, de voir comment les autres font. Et si on les met trop souvent en situation de compétition, bien, on altère cette source qui est essentielle pour la confiance en soi. Donc, il faut favoriser au maximum la coopération et le modelage. Puis, il faut évidemment vivre des réussites. Et ça peut être compliqué pour des élèves en difficulté de vivre des réussites. C'est pour ça que les enseignants ont appris à morceler les tâches et à les rendre moins difficiles. Si je vous dis demain matin, vous allez aller gravir l'Everest, peut-être que ça va vous décourager. Mais si je vous dis d'abord, vous allez aller en haut du mont Faber à Singapour, qui est haut comme une petite colline, eh bien, peut-être que vous allez dire, OK, ça, je suis capable, et on va le faire 10 fois, et après, on va aller plus haut, et on va y arriver comme ça, et un jour, vous allez peut-être gravir l'Everest. Et puis, l'autre aspect qui est important, eh bien, c'est l'état émotionnel de la personne. Et cet aspect, on essaie de le travailler avec le projet Je suis bien à l'école et Promob. C'est justement pour ça que ces interventions-là sont présentes et doivent être de plus en plus présentes à l'école
pour travailler toutes ces compétences socio-émotionnelles qui sont si importantes dans la confiance en soi. Donc, est-ce que je peux y arriver? Ben, ça va dépendre de ces 4 sources de motivation, pour faire court. Et puis, l'autre aspect, qui est la valeur que j'accorde à l'apprentissage, eh bien, ça en relève de plusieurs aspects, de 4 aspects. Alors, le premier aspect, eh bien, c'est l'importance que j'accorde. Alors, est-ce que je veux faire cette tâche et c'est quoi la valeur que j'y accorde, l'importance que j'y accorde? Est-ce que je peux bien réussir cette tâche? Est-ce que ça va servir à confirmer ce que je sais ou infirmer ce que je sais par rapport à mon image de moi-même? Ça englobe tout plein d'états émotionnels, de peur de l'échec. Mais bon, est-ce que c'est important de réussir cette tâche pour moi? Ensuite, on a toute la valeur intrinsèque. Donc, on pourrait parler ici d'intérêt. Alors, Damien Tessier et Nicolas Burel, dans leur projet Promob, parlent ici de l'autodétermination, de la motivation intrinsèque. Donc, c'est très, très important d'aider les enfants à développer cette motivation, ce plaisir d'apprendre. Alors, l'intérêt, selon certains autres chercheurs, il peut être aussi situationnel ou personnel. Je peux détester les mathématiques, mais je peux aimer la tâche de mathématiques qu'un prof me donne parce que ça va parler d'un sujet que j'aime, les animaux, la science-fiction, les super-héros. Et à travers ça, on va faire des mathématiques. Eh bien, même si je n'aime pas les mathématiques, je vais m'engager dans cette tâche avec les mathématiques. Et avec le temps, je vais m'améliorer. L'utilité de la tâche, est-ce que ça va me servir à quelque chose? À quoi ça sert, madame, d'apprendre ça? Eh bien, ça, ce sont les bénéfices externes. On appellerait la motivation extrinsèque pour être lié à cet aspect. Et puis, finalement, le dernier aspect qui est bien présent chez les adolescents, les 2 derniers, en fait, sont extrêmement présents chez les adolescents, c'est à quoi ça sert et ça va me coûter combien? C'est quoi les sacrifices concrets que je vais devoir faire? Pas voir mes amis, je vais peut-être devoir gérer des émotions que je n'aime pas, de l'anxiété. Donc, là, il faut aussi regarder ça. Et je me souviens d'un élève à Montréal que j'avais qui était hyperactif et qui était super bon. Hein? Ils attendent de succès très élevés. Mais si je préparais une activité qui n'était pas intéressante, il ne s'engageait pas et il dérangeait complètement les autres. Donc, nous allons maintenant faire une petite pause théorique parce que c'est assez lourd, je crois, et nous allons regarder quelque chose d'intéressant, de culturel, puisque vous parlez à un Québécois d'origine française. Mes parents sont gascons, ma mère, elle est de Bordeaux et mon père de Toulouse. Ça ne paraît pas dans l'accent, mais on va regarder une petite vidéo, mais vous allez répondre à un autre sondage cette fois-ci. Alors, vous allez me dire, dans quelle mesure est-il important pour vous d'être bon dans votre travail? Et ça parle de la valeur que l'on accorde à l'apprentissage. Alors, on voit qu'on a des personnes consciencieuses ici qui aiment être bons et compétents dans leur travail. Bien, c'est très bien, vous y voyez une certaine importance et vous y accordez de la valeur certainement. Vous trouvez que les coûts sont raisonnables, que c'est utile et vous avez du plaisir à vivre. Donc, c'est très bien. Merci pour votre participation. Alors, on va regarder justement une petite vidéo qui va nous dire le contraire, mais qui va nous parler de ça, mais du point de vue des adolescents. Donc, on va regarder les têtes à claques que vous connaissez peut-être. Alors, bonne chance à notre traducteur qui est québécois. Donc, ça devrait aller. Bonjour les enfants, mon nom est Madame Duguay et c'est moi qui vais être votre professeur cette année. Alors, pour commencer la journée, on va se réchauffer avec des petits exercices de mathématiques. Arrêtez-moi ça tout de suite, là. Vous allez voir, c'est un problème simple. OK? Concentrez-vous bien.
Marie a 6 pommes. Si Paul lui prend 2 pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie? Oui, Gabriel? Moi, j'ai une question. Pourquoi Paul lui prend les pommes à Marie? Ouais, c'est vrai ça, pourquoi, hein? Pourquoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi, hein? Ah, ça, c'est pas important, là. Concentrez-vous juste sur le problème. D'après moi, c'est ça le problème. Hey, Paul, c'est un piqueur de pommes. Piqueur de pommes, piqueur de pommes, piqueur de pommes. Non, c'est pas, vous comprenez pas, là. Imaginez-vous que Paul et Marie sont de très bons amis. Paul a fait ça juste pour rire. Voyons donc, il y a rien de drôle là-dedans, là. Tout le monde sait ça, c'est contre la loi de voler les biens d'autrui. Regarde, c'est juste une histoire pour illustrer un petit problème de mathématiques, là. Fais juste 6 moins 2, OK? Ça fait 4, ça fait 4. Non. C'est pas juste un petit problème de mathématiques, ça. C'est un grand problème de comportement, puis ça arrange notre société. Fait qu'on commencera pas à tolérer ça, là. Dans mon livre à moi, Paul, c'est un voleur, puis faut qu'il aille en prison. Faut qu'il aille en prison, faut qu'il aille en prison, faut qu'il aille en prison. En prison. Écoutez, les enfants, là, on peut pas envoyer Paul en prison. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que Paul, il n'existe pas, OK? Je l'ai inventé, là. Il n'existe pas. C'est une petite histoire, c'est tout. Il n'y en a pas de Paul. Ah, ouais? Ben là, si Paul n'existe pas, là, c'est qui a volé les pommes de Marie, d'abord? Hein? Ouais, c'est vrai, ça. C'est qui, hein? C'est qui? Oh boy. Je pense que l'année va être longue. Puis à part de ça, là, je pense à ça. T'étais où, toi, quand c'est arrivé? Hein? T'as-tu un alibi, là? Parce que t'en parles pas mal comme de cet état-là, tu sais. Check dans sa sacoche, sont là, les pommes. En tout cas, comme pas chanceuse d'être sauvée par la cloche, parce que c'est toi qui fais numéro 1 dans cette histoire-là. Oh, c'est que j'ai mis le Valium, moi, là. Puis pense pas te pousser pendant la récréation, parce que moi, j'ai pas fini avec toi. L'enquête ne fait que commencer. C'est louche ton affaire. Pas du gueule de pomme. Alors, vous avez bien vu ici que la valeur accordée à l'apprentissage, eh bien, était déviée un peu de l'intention de l'enseignante. Mais bon, je trouvais que cette vidéo me donnait une petite pause et pouvait vous faire rigoler sur ce concept de valeur accordée à l'apprentissage. Vous voyez que les enfants ici cherchent à trouver le coupable et ils s'engagent à fond et ils sont hyper motivés. Mais bon, ce n'est pas la direction que l'enseignante souhaitait avoir et son métier risque d'être difficile pour le reste de l'année. Donc, nous allons continuer un petit peu plus dans ce modèle. Donc, en fait, cette perception qu'on peut avoir par rapport à la réalisation d'une tâche, ils viennent un peu de nos expériences, de nos mémoires, de nos réactions émotives. Et ça va influencer si j'aime ou pas et si j'accorde la valeur ou pas à cette tâche. Donc, vous voyez, le smiley ici, c'est à peu près moi depuis 2 jours. Je ressemblais à peu près à ça. J'avais une certaine crainte par rapport à cette présentation, mais j'essayais d'accorder de la valeur parce que j'ai une certaine expérience par rapport à ce genre de présentation. Mais à distance, c'est quand même nouveau pour moi aussi. Et puis, on a l'autre aspect qui est toutes les représentations que la personne a de soi et ses vues. Est-ce que j'ai ce qu'il faut, en fait, pour réussir cette tâche? J'y accorde de la valeur, certes. Je pense que je vais arriver à faire quelque chose, mais est-ce que j'ai tous les outils et quels sont ces outils pour réussir? Donc, nous allons regarder ça ensemble maintenant. Donc, la première chose, c'est est-ce que j'ai les stratégies pour réussir? Est-ce que j'ai les stratégies de lecture, de raisonnement, de calcul mental pour réussir? Est-ce que j'ai les stratégies pour réfléchir si je suis efficace? Est-ce que j'arrive à anticiper les problèmes qui vont arriver? Tous ces aspects sont métacognitifs. C'est des pensées des pensées. Je réfléchis sur mes pensées. Est-ce que je suis capable de m'ajuster en fonction de ce que j'observe, de ce que j'anticipe? Est-ce que j'arrive à contrôler mes stratégies et à les mettre en place comme mon enseignant me les a enseignées? Est-ce que je peux les nommer? Et puis, toutes ces images de soi sont aussi très importantes et ça confirme cette espèce d'état d'esprit qu'on a vu au début. Ensuite, on a les buts. Donc,
dans les tâches, je dois me fixer des buts. C'est quoi mon but par rapport à cette tâche-là? À court terme, c'est peut-être de satisfaire, de plaire à papa et à maman pour qu'ils voient que je réussisse bien. À long terme, c'est peut-être parce que je veux obtenir une ceinture de lecture dans ma classe pour arriver à être meilleur en lecture à voix haute. Et puis, il y a tous les buts qui sont des buts plus d'orientation. Donc, les élèves, et ça, c'est assez important, les élèves et leurs enseignants adoptent des buts soit de maîtrise, c'est-à-dire des buts pour apprendre à progresser par rapport à soi-même et être meilleur par rapport à soi-même. Alors, l'enseignant ou le parent induit ce genre de but auprès de l'apprenant. Et un autre type de but, c'est les buts de performance. C'est les buts pour montrer, approcher la tâche, pour montrer aux autres comment je suis capable de faire les choses. Et donc, les recherches ont démontré qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un discours de but de maîtrise, le plaisir, le défi. Donc, on est dans le mindset incrémentiel ici. Et puis, les buts de performance, je compare souvent ça à du sel sur un bon plat de pâtes bien fourni avec de la viande et des pâtes. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas le sel, c'est toute la valeur nutritive des pâtes et de la viande qui représenterait ici les buts de maîtrise. Voilà. Et puis, finalement, tout ça va être filtré à travers des perceptions de comment l'apprenant voit les comportements autour de lui. Donc, socializer ici en anglais, c'est toutes les personnes qui socialisent avec nous et qui nous influencent, notre expérience. Et puis, au-delà de ça, on a tout l'aspect du climat culturel, social, les expériences de succès passées et puis, effectivement, l'influence des personnes qui socialisent avec nous. Et tout ça se fait dans le temps. Donc, ce modèle, il traite des choses très près lors de la tâche, mais en fait, ça rappelle plein de souvenirs. Alors, le droit à l'erreur, par exemple. Est-ce que j'ai le droit à faire l'erreur? Par exemple, moi, si je fais une erreur, des fois qui est même très minime, je vais me sentir extrêmement mal parce que dans mon éducation française, militaire, mon papa était un militaire, avec tous ses bons côtés, le droit à l'erreur, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était très, très, très présent. Et donc, ça m'a amené à devoir travailler sur cet enjeu. Donc, voilà pour ce qui est de la motivation scolaire. Et évidemment, dans ce modèle, on confirme les théories que mes collègues Damien Tessier et Nicolas Burel font avec les enseignants à l'AFS, des 3 besoins psychologiques fondamentaux des élèves, qui est le besoin de compétence. Un enfant a besoin de se sentir bon, a besoin de se sentir en relation. Donc, la relation, elle est centrale et extrêmement importante. Et puis, l'enfant a vraiment besoin d'être autonome et d'apprendre plus par lui-même. Donc, voilà pour ce qui est de l'aspect motivationnel. Et puis, la dernière partie de la présentation concerne le modèle Target. Donc là, ici, ce que je voulais vous amener à voir, c'est un modèle d'intervention. Alors, comment est-ce qu'on peut actualiser ça dans notre classe ou dans notre famille? Eh bien, Joyce Epstein a mis en place ce modèle dans les années 80. C'est toujours utilisé en recherche aujourd'hui. Une dimension T pour la tâche, offrir des tâches signifiantes aux enfants qui permettent de faire des choix. Une dimension d'autorité, avoir une autorité démocratique et flexible dans la classe ou dans les familles. De permettre de la reconnaissance, mais de la reconnaissance liée au progrès et de la reconnaissance aussi du cœur, c'est-à-dire on peut offrir des choses matérielles ou non, mais tant que ça vient du cœur, pas toujours conditionnel, sinon on développe un amour conditionnel. Le groupement, favoriser dans la classe des stratégies pédagogiques coopératives. À la maison, discuter, aider les enfants à prendre des décisions. Et puis le temps, laisser le temps aux élèves d'apprendre, ajuster le temps en classe pour un travail, une évaluation, permettre à la maison aux enfants de gérer le temps avec vous. Et puis, si on travaille sur ces 6 dimensions, que je vais passer rapidement maintenant, on peut améliorer cette motivation à apprendre des enfants. Donc, voici quelques énoncés. Je vous laisse regarder rapidement. Quelques énoncés pour les enseignants et pour la maison.
quelques énoncés par rapport à l'autorité. Donc, d'être flexible, d'avoir une approche démocratique de la classe, laisser les enfants faire des choix. Et puis, récompenser, reconnaître la coopération bien plus que la compétition. Et comme Carol Dweck le dit, pas l'intelligence, reconnaître les efforts et utiliser le not yet, pas encore. Le groupement, favoriser le regroupement des personnes, aider les enfants à voir leurs copains de d'autres nationalités, de faire des projets d'école ensemble, chez un, chez l'autre. Ce genre de situation peut aider à accorder de la valeur aux tâches scolaires parce qu'on y associe un aspect amical, social. Et puis, évaluer les progrès, lâcher les scores sur 20, sur 100, même je sais que c'est difficile. Utiliser des rubriques, des échelles. Les enseignants travaillent là-dessus de plus en plus en utilisant des échelles descriptives pour décrire ce qui est attendu par l'enfant pour faire mieux la prochaine fois. Et puis, donner du temps. Donc voilà, donc je vais clore ma conférence. J'avais préparé beaucoup de choses. On n'a pas pu aller beaucoup en profondeur dû au temps, mais je voudrais vous laisser sur une citation du ministre de l'Éducation nationale de France, qui écrit dans son énoncé politique pour l'école de la confiance en 2017, cette citation disant, alors je l'ai traduit puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire, que, en fait, l'important à l'école, c'est d'avoir du plaisir, de donner confiance aux enfants. Et de par le monde, il y a de gros efforts qui sont faits dans les systèmes éducatifs pour apporter des stratégies de gestion des émotions, de compétences psychosociales, de mieux comprendre la motivation scolaire pour justement amener l'égalité des chances pour tous les élèves de toutes les difficultés, de toutes les origines, avec de toutes les qualités. Et à l'AFS, je crois qu'on essaie de faire notre part là-dessus et on va continuer à être meilleur pour offrir à vos enfants une qualité d'enseignement et d'expérience scolaire extraordinaire. Donc, pour terminer, le ministre qui nous mentionne l'importance de la motivation scolaire, j'aimerais aussi parler rapidement de l'enseignement à distance et de cette pandémie. Hein. Il y a une recherche qui a eu lieu récemment fait par Jonathan Smith et Jérôme Saint-Amand, qui est une des seules recherches qui a été publiée sur l'impact de la pandémie sur la motivation scolaire. Et en fait, ça a démontré auprès des élèves du secondaire que le confinement, en fait, a permis un rehaussement de l'intérêt pour l'école, particulièrement pour les élèves du secondaire qui étaient de personnalités extraverties. En fait, ils avaient très, très hâte de retourner à l'école pour socialiser. Par contre, les élèves qui étaient introvertis, eux, c'est resté stable leur intérêt pour l'école. Tous les autres concepts qu'on a abordés, le sentiment de compétence, d'auto-efficacité, les buts, tout ça, en fait, est resté stable dans une population au Québec pendant 4 mois, je crois. Donc, il y a une autre étude qui a aussi été faite au Portugal auprès de 567 élèves pour démontrer qu'en fait, ce qui manquait le plus aux enfants, c'était les activités extrascolaires et ça avait eu un impact sur leur motivation à apprendre. Donc, si vous êtes encore confinés d'où vous nous écoutez, amenez vos enfants jouer dehors et si c'est possible, de jouer avec les copains et de faire des activités extrascolaires parce qu'on sait que ça va favoriser l'engagement scolaire par la suite. Voilà. Et finalement, l'importance des émotions. Reconnaître les émotions, c'est très important. On le voit de plus en plus dans les systèmes éducatifs. À Dubaï, ils ont créé le Ministry of Happiness. Donc, c'est pour vous dire. L'évaluation. Alors, on en a parlé, mais s'il vous plaît, je vais reprendre Catherine Gueguin. L'empathie, c'est super important. Il faut la faire vivre. Et pour être empathique, quand on évalue quelqu'un, on doit être empathique, on doit se mettre à la place de cette personne. Qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté? Quelles sont les émotions qu'il va vivre par rapport à l'évaluation? Et l'aider. Il ne faut pas évaluer pour décourager, comme l'écrivait si bien mon directeur de thèse, Roch Chouinard. Puis, la coopération. Donc, s'il vous plaît, favoriser la coopération. Les buts de performance, c'est bien, ça peut stimuler, mais ça peut grandement nuire au rendement
des élèves à l'école. Et c'est très bien d'avoir des mentions bien, excellent, très bien, tout ça, mais l'important, c'est que l'élève soit bien et réussisse. Et dans la vie, ce n'est pas nécessairement les premiers de classe qui réussissent le mieux. Ça, les études l'ont démontré. C'est les élèves qui ont développé des bonnes capacités d'adaptation et qui connaissent bien leur stratégie d'apprentissage qui arrivent à bien réussir. Souvent, l'école peut être facile pour certains et lorsque ça commence à être difficile, eh bien là, on rencontre un sérieux problème. Et puis finalement, le numérique est présent. Donc là, aujourd'hui, on fait notre conférence. Je manque de relation avec vous. Je ne vois pas vos réactions. Au Québec, on dirait, je ne sais pas si vous reconnaissez mes farces plates, mes blagues pas très drôles. Je n'ai aucune interaction et c'est extrêmement difficile de se parler à soi-même. Et je pense qu'après 45 minutes de me parler à moi-même, je ne sais pas si je vais être bien demain. Mais je suis très, très content que vous m'ayez écouté. Et je tiens à remercier M. Soulard et M. Marcel qui dirigent cet établissement avec le board pour m'avoir permis de présenter. Et je trouve que c'est une excellente initiative de faire ça et de mettre en avant des personnels. La prochaine fois, ce sera une personne de la maternelle. Vous allez voir, super génial, comme Arnaud Antona qui avait fait sur la lecture. Et merci au département de communication également d'avoir cette idée merveilleuse. Aux gens de l'AEFE, à mes collaborateurs en recherche au Québec et en France. Et puis, merci à tous de me permettre d'adorer mon travail et mon boulot. J'ai eu un plaisir, même à distance, de vous parler ce soir. Alors, prenez soin de vous. Et avant de quitter, s'il vous plaît, je vous demanderai de répondre à un dernier petit sondage de satisfaction. Donc, je ne montrerai pas les résultats. Alors, allez-y. Et puis, on reste en contact si vous le souhaitez. Merci infiniment pour votre présence. Alors, on vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour répondre. Et puis, après ça, je redonne la main à Marie-Paul. Dans quelle mesure avez-vous apprécié ce webinaire? Alors, merci infiniment tout le monde d'avoir écouté. Et puis, prenez soin de vous. Merci Emmanuel, c'était vraiment très intéressant. On a quelques questions sur le chat. Au tout début de la présentation, il y avait des personnes qui avaient levé la main. Donc, n'hésitez pas à réappuyer sur le bouton, comme ça je pourrais activer votre micro. Oui, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'ai oublié de le mentionner. Alors, on va commencer par ça. Donc, voilà. Allez-y, Mohamed, vous pouvez parler, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mohamed, ça fait plaisir de t'entendre. Directement Voilà. de New York. Ça va très bien. Bon, c'est un petit peu couvert aujourd'hui, mais on a un très, très beau temps. D'habitude, il fait très beau à New York. Voilà, et puis là, je vais me préparer à aller à l'école. Je commence dans 20 minutes. Donc, merci beaucoup. Parce que, de toute façon, tous les ingrédients sont là. Moi, j'ai retenu, j'aime beaucoup l'idée de notiette. Le fait de le formuler comme ça, c'est tout à fait ça, l'empathie, la bienveillance, etc. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de bien se connaître en tant qu'enseignant et de faire un travail sur soi pour pouvoir mettre en place un petit peu des approches, enfin des activités, puis pour essayer un petit peu d'aider les élèves à avoir cette motivation qu'on va créer chez eux. Moi, j'avais une question par rapport un tout petit peu au contenu et puis par rapport… c'est une question, je n'ai pas de réponse. C'est
la situation que nous vivons, donc avec avec le distanciel qui s'est plus ou moins imposé, puis l'utilisation de ressources numériques, de choses interactives, etc. Est-ce que, à ton avis, il n'y a pas aussi une question de contenu et puis un peu de ce qui est devenu l'information, comme dit Michel Serres, c'est-à-dire que l'information, enfin tout est information, donc l'apprentissage, l'enseignement, enfin tout passe par l'information qui est reçue, qui est stockée, traitée, etc. Est-ce que au niveau des contenus, des curriculums, il n'y a pas aussi un travail à faire pour essayer de motiver un peu plus des élèves qui, dans leur processus cognitif et puis appréhender le monde d'une manière qui est différente. Donc, c'est un travail aussi à faire sur soi en tant qu'enseignant, mais aussi les institutions qui élaborent Ben, je suis assez d'accord. Les programmes, en fait, sont bien construits, hein. C'est comment, après, l'enseignant articule tout ça dans sa classe. Donc, maintenant, la plupart des pays sont sur une approche par compétences. Donc, on n'est plus dans l'entraînement unique de savoir-faire et de conditionnement. On essaie de proposer des tâches complexes aux élèves pour les mettre devant des défis, donc où ils doivent mobiliser ce mindset incrémentiel et avec ces grilles d'évaluation. Donc, je pense que la difficulté qu'on rencontre avec cette émergence de l'accessibilité de l'information, c'est que ben, ça met l'enseignant dans une posture où il doit un peu essayer de créer plus de pédagogie du projet pour que ses élèves puissent mobiliser ses compétences informationnelles, de chercher des informations, etc. Parce que maintenant, le prof n'est plus le maître tournesol, pour ceux qui me connaissent, qui sait tout et que les élèves écoutent à moitié. Ben non, il faut être dans une approche plus Yoda, comme je dis, c'est on propose un problème et utilise les outils que tu as pour y arriver et moi, je vais t'accompagner à travers ton chemin. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Je ne sais pas si ça répond en partie à ta question, Mohamed. Non, mais c'est tout à fait ça, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu, tu parlais de la formation des enseignants, c'est donc aller vers ça, vers ces compétences, ces soft skills, c'est cette intelligence collaborative, Exactement. collaboration, Peut-être de etc. mettre plus dans les programmes, ça se fait dans certains pays, des programmes axés sur les compétences socio-émotionnelles des élèves et de créer vraiment un programme de formation qui part de l'enfance jusqu'à la fin du lycée sur les compétences émotionnelles, sur l'empathie, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place et c'est ce qu'on essaie de faire à l'International French School avec les projets Promob et Je suis bien à l'école. Une autre question? Merci, Oui, Mohamed. merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant la parole à Madame Sandrine Gourdon. Voilà. On vous écoute. Ah, vous êtes en mute. Voilà. Bonjour. Bonjour Sandrine, un appel de Paris maintenant, c'est bien. Oui, bonjour Emmanuel, merci beaucoup pour cette belle intervention. Moi, j'ai déjà eu la chance d'assister à tes conférences et cette petite piqûre de rappel est très intéressante. Alors moi, j'ai une question concernant, comme tu le sais, moi je suis formatrice numérique donc à Paris. Je travaille notamment avec des enseignants débutants. Donc, en tant que formatrice, en effet, je cherche des solutions pour aider ces jeunes enseignants justement à rentrer dans ce type on va dire, de philosophie, notamment en lien avec l'engagement, etc., la motivation scolaire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour être très pratique parce qu'en fait, en effet, eux, ils cherchent des solutions assez pratiques en début de carrière. Il leur faut quand même un petit temps pour prendre du recul. Donc, le modèle Target me semble très intéressant, mais justement, ce qui me semble peut-être à aborder assez vite, c'est l'engagement émotionnel. Comment on peut travailler ça de manière très concrète? Est-ce que vous avez développé dans le cadre de votre projet on va dire des stratégies concrètes, des documents, des méthodes à développer dans la classe pour travailler un peu? Il y a plusieurs parties là, on va aller avec la première partie qui est plus d'accompagner les enseignants. Alors, je suis content que tu me poses cette question-là. Mais en fait, les enseignants, je pense que c'est important qu'ils connaissent un peu la théorie parce que nous sommes des professionnels de l'éducation et c'est important qu'on fasse le lien avec des données probantes en formation. Mais en même temps, je crois qu'il est important aussi de faire des tout petits pas
Et ça, mon collègue Damien Tessier et Nicolas Burel, dans le projet Promob, c'est ce qu'ils demandent aux enseignants. C'est quoi votre plus petit pas possible à faire pour pouvoir améliorer la motivation scolaire de vos élèves ou, dans ton cas, à intégrer le numérique? Parce qu'en fait, des transformations comme ça ébranle des conceptions et des croyances par rapport à qu'est-ce qu'enseigner, apprendre et évaluer. Et tout dépendamment dans quelle posture on se pose, tournesol ou Yoda, on ne va pas avoir les mêmes approches par rapport à l'enseignement. Et on sait que c'est la palette des conceptions qui aide un enseignant à être efficace, donc le plus petit pas possible. Pour ta deuxième partie, ta question, ben, dans le projet Promob, entre autres, qui est en France, donc Sandrine, tu pourrais inviter ce projet dans tes écoles. Ben, on essaie d'outiller les enseignants à l'aide de stratégies comme le Stop Feel Go, par exemple, qui permettent aux enseignants de se poser, de respirer, de prendre conscience de leur niveau d'excitation, des effets sensoriels dans leur corps, etc. Donc, ce sont des stratégies qu'il faut mettre en place et pour aller dans la pleine conscience. Donc, je t'invite à lire les ouvrages de Rebecca Shankland sur ce sujet ou de Julie Dubarre. On a publié un article il y a 2 ans dans un chapitre de livre là-dessus en anglais avec Mme Shankland et Julie Dubarre sur le projet Je suis bien à l'école. J'espère que ça répond à tes questions. Oui, ça répond à mes questions et du coup, j'espère qu'on pourra avoir accès justement à tout ce que tu as présenté au niveau de la bibliographie. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être publiées sur le site? J'imagine. Je verrai avec le département de communication ce qui est possible de faire pour partager ce contenu si c'est possible. Moi, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. OK? Une autre question? Allez, j'aime ça. Comme ça, je peux être en relation. Tu ne trouvez pas que mon attitude a changé un peu? J'ai l'air moins fou, en fait. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas sûr des questions sur le chat, du coup. Oui, donc, une question qui dit qu'en fait, on a tous dans notre parcours scolaire connu cet élève un peu démotivé, mais qui était un génie démotivé. Je fais de la traduction en anglais, c'est pour ça que je suis un peu hésitante. Ouais. Donc, celui qui perturbait la classe et l'enseignant et qui irritait un peu ses camarades de classe, mais qui, une fois adulte, en fait, a réussi sa carrière. C'est par ça que tu finissais aussi ta présentation en disant que souvent, ceux qui réussissent leur carrière, ce n'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs en classe. Donc, la question, c'est comment on peut s'assurer que des élèves, des élèves qui apparaissent pas motivés, donc du coup plutôt perturbateurs en classe, justement, ne restent pas de côté. Si jamais j'ai pas bien traduit la question ou si c'est pas le sens, n'hésitez pas à lever la main, Mequan, pour que j'active le micro et que vous puissiez compléter. Mais écoute, c'est une excellente question. C'est une question, les enseignants font face à cette question-là souvent. On a souvent des élèves qui ont de la difficulté à rester motivés et à s'engager. Et vous avez vu, hein, c'est un paquet de choses. Et l'important là-dedans, je pense que c'est premièrement une grande communication avec la famille pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça, c'est super important. Et puis, d'essayer de découvrir quels sont les intérêts de cet élève-là, qu'est-ce qu'il aime faire, et d'aller avec les stratégies que j'ai élaborées plus tôt dans ma présentation, d'utiliser le modèle Target, par exemple, pour essayer de réfléchir à quelles sont les conditions, le contexte qu'on apporte à cet élève-là. Mais j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que, ici, on parle de modèle qui est applicable à des enfants qui sont classiques, pas des enfants qui sont avec des troubles de la conduite ou du comportement ou d'apprentissage grave. Certes, ce modèle s'applique, mais là, on rentre dans un autre domaine si l'enfant a des troubles de l'apprentissage ou du comportement. Là, il y a un autre champ d'expertise, l'autisme, les troubles de l'attention qui rentrent en ligne de compte et qui interfèrent. Mais ces lignes directrices sont bonnes pour tous les enfants. Et puis, c'est effectivement vrai que ce ne sont pas les meilleurs élèves au secondaire qui réussissent bien dans la vie. Moi, au secondaire, ça n'allait pas du tout. J'étais en grande difficulté en français, en anglais, alors je ne vous le dis même pas. C'était une catastrophe jusqu'à temps que je parte en immersion en Angleterre. Mes parents m'ont envoyé en Angleterre.
Et puis pourtant, j'ai fini avec un doctorat. Alors, chers parents, je voudrais vous encourager. Si vous avez des enfants en difficulté, lâchez pas, parce que la raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que j'ai été soutenu par ma mère et mon père dans mes études. Et combien de fois ma mère m'a répété les règles de participe passé en français, etc., pour que je réussisse. Alors, Autre question? encore 2 questions. Donc, comment pourrait-on mieux prendre en compte les différentes intelligences de l'enfant pour identifier les stratégies de motivation qui lui sont adaptées? Ah, ouais, ça, c'est un autre beau champ, en fait. Howard Gardner, qui a développé la théorie des intelligences multiples dans les années 80-90. Alors, vous pouvez aller voir ça, la théorie des intelligences multiples. Il y en a 9, si je me souviens bien. Et en fait, c'est l'enseignant qui enquête un peu sur les intérêts des élèves, voir s'ils sont plus visuels, plus kinesthésiques, plus naturalistes, qui aiment aller à l'extérieur. Et donc, comment faire pour aller chercher les enfants dans leur intelligence multiple? C'est de varier les situations d'apprentissage. C'est d'amener les élèves à aller faire des activités à l'extérieur, par exemple. J'ai vu au Québec, pendant le confinement, pas pendant le confinement, mais pour contrer le COVID, les petits Québécois allaient faire classe dehors. Alors, je ne vous raconte pas, en janvier au Québec, dehors, il ne fait pas super chaud. Il fait fret, comme on dirait par chez nous. Il fait froid. À -10, les enfants étaient dehors en train de faire des maths et du français, en train de faire des sciences de la nature. C'est des façons que les enseignants ont trouvé de manière originale pour travailler ces intelligences multiples-là. La manipulation en mathématiques en est une autre, qui est très efficace pour la numération, entre autres. Donc, voilà les différentes intelligences multiples et comment vous pouvez les travailler. Merci. Et une dernière question, parce qu'après, il va bientôt être malheureusement l'heure qu'on se quitte, même si c'est toujours très passionnant de t'écouter. Comment encourager ces enfants à donner de la valeur à l'apprentissage quand cela ne colle pas à leur souhait de métier? Je ne suis pas certain de bien comprendre la question. Alors, est-ce que Madame Moitine, vous souhaitez prendre la parole pour peut-être compléter votre question? Ne soyez pas gênés, allez-y. Moi, je veux socialiser. Si vous voulez compléter, vous pouvez unmute votre micro et… En fait, ce que je comprends, c'est comment aider un enfant à accorder de la valeur pour un métier qu'il n'a pas encore décidé. Donc, si c'est ça un peu votre question, en fait, il faut l'exposer à toutes sortes d'opportunités, à plein d'opportunités. Moi, je voulais être dentiste au départ. Donc, je ne vous raconte pas, on est loin de ça. Et donc, c'est de donner plein d'opportunités, d'expérience. C'est ce que le modèle Target propose, en fait, dans le premier T de Target, c'est d'ouvrir les situations d'apprentissage sur tout. Et quand on va au musée, quand on va se promener, quand on fait du vélo, et d'écouter des documentaires, des séries, etc., pour justement ouvrir complètement la… Alors, elle a complété sa question par le chat parce qu'elle a un problème de micro. Elle dit, par exemple, pourquoi faire des maths alors que le projet de métier de son enfant est d'être voltigeuse, par exemple? En fait, parce que les stratégies qu'elle va apprendre en mathématiques de raisonnement, entre autres, vont l'aider à surmonter certains défis et les stratégies de logique que l'on apprend en mathématiques vont lui permettre de surmonter des défis qu'elle va rencontrer dans son métier, peu importe qu'est-ce qu'il soit. Les mathématiques sont indispensables dans peu importe le métier qu'on fait. En art, maintenant, il faut savoir les mathématiques. Dans tous les métiers et même les compétences de raisonnement développées en mathématiques sont indispensables pour tout métier et pour sa personnalité après. Donc, il faut continuer les mathématiques. Désolé pour votre fille. Merci beaucoup, Emmanuel, pour avoir d'une part accepté notre invitation et puis d'avoir partagé avec nous ces méthodes, ces petites astuces pour pouvoir accompagner tous nos élèves. Sachez que ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne de l'IFS, c'est International French School Singapore. Voilà, elle sera mise en ligne dans quelques jours. Avant de nous quitter, je voudrais juste partager avec vous un petit rappel sur les prochains événements que nous allons avoir, avec notamment les journées de la presse et de la francophonie
qui démarreront à partir du 30 mars pour l'IFS. Et vous pouvez retrouver le détail de nos événements et les liens d'inscription sur notre site www.ifs.edu.sg. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt. Oui, je vous remercie infiniment. Bonjour tout le monde et au revoir.